Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de la semaine. Tout d'abord, le sujet du jour, c'est le logement. En effet, selon le collectif Interassociation qui regroupe les opérateurs du logement d'urgence, tous les jours, une moyenne de 60 personnes se verraient refuser l'accès à un hébergement. Et puis nous reviendrons sur les principaux sujets de la semaine. Le CARSAT organisait mardi une réunion d'information sur les cancers professionnels. Les représentants du personnel de l'hôpital Marchand étaient reçus mercredi à la préfecture pour rencontrer le directeur de l'Agence régionale de la santé. Et enfin, nous reviendrons sur le séminaire intermédiaire du projet européen Réhabitat qui se tenait jeudi à l'auditorium du musée des abattoirs. Et on commence tout de suite ce journal avec le sujet du jour. Et à l'approche de l'hiver, c'est le manque de logements d'urgence qui ressurgit et Toulouse ne déroge pas à la règle. Depuis le début de l'hiver, oui, il y avait à peu près en moyenne 60 personnes par jour qui se voyaient refuser leur demande d'hébergement par manque de place. Donc ça, c'est les personnes qui demandent. Je crois qu'il faut bien avoir en tête qu'il y a toutes les personnes qui ne demandent pas. Et notamment, par exemple, les grands précaires. Ce qu'on appelle les grands précaires, donc les gens qui sont le plus en difficulté et qui n'ont plus la capacité de solliciter le 115. À ce public très précaire, il faut aussi rajouter toutes les personnes qui sont en incapacité de joindre le 115 et ceci pour plusieurs raisons. C'est un problème à la fois technique et humain, puisqu'il n'y a pas assez de personnes de l'autre côté pour répondre à tout le monde. Donc ça, c'est une première chose. Après, le nombre de refus, c'est directement lié au manque de place, au manque de place dont on parlait tout à l'heure. Et sur l'hébergement d'urgence, ça s'est accentué par l'application du principe de continuité sur les places d'urgence. C'est-à-dire que les gens qui sont sur une place d'urgence, ils restent jusqu'à ce qu'elles puissent trouver une autre solution. Donc comme c'est un petit peu le jeu de domino, comme il manque des places, de toute façon, les gens sont un peu prisonniers du lieu où ils sont, en quelque sorte. Enfin, prisonniers, c'est peut-être un grand mot, mais sont bloqués, par exemple, sur l'urgence, alors qu'ils devraient pouvoir accéder à un hébergement plus durable, voire même à un logement temporaire et à un logement. C'est toute la chaîne qui est bloquée, puisque même en sortie de chaîne, l'accès à un logement social est difficile par un manque important de logements sociaux sur Toulouse. Ce mardi, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées a organisé une conférence de presse concernant le risque de cancer en milieu professionnel. Une opportunité de rappeler qu'il existe de nombreux cancérogènes outre l'amiante. Le docteur Valérie Roulancoste, conseiller médical au service prévention des risques professionnels au CARSAT, nous explique l'importance d'informer le plus grand nombre sur ce problème. Plus que d'éduquer, ce qui est important, c'est de sensibiliser les gens, qu'ils soient salariés, qu'ils soient employeurs, sur la problématique des cancers liés à des expositions professionnelles de cancérigènes. Parce que c'est quelque chose les liens sont mal faits, mal recherchés, et que c'est la seule façon, si on sensibilise, de pouvoir agir sur la prévention. Parce qu'être curatif, c'est une chose, mais quand on meurt d'un cancer, c'est quand même toujours de trop. Donc ce qu'il faut pouvoir, c'est mettre en place des mesures, que ce soit dans la façon de travailler, dans la protection, pour éviter d'être exposé à ces cancérigènes qui sont des pathologies, dont vont découler des pathologies quelques 30 ans plus tard. En fait, depuis 2009, on est sur un sujet de traitement des cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques dans les entreprises, avec une demande d'intervenir dans ces entreprises pour aller voir un petit peu ce qui a été fait en termes d'identification de ces produits, d'évaluation du risque à être exposé à ces produits. Et bon, bien sûr, derrière, c'est l'idée de resensibiliser l'employeur, de voir qu'est-ce qu'il a mis en place d'efficace ou moyennement efficace pour protéger ses salariés. Mercredi s'est joué un nouvel épisode dans la série de l'hôpital Marchand. Petit rappel des faits, cela fait 6 semaines que le personnel de l'hôpital est en grève pour demander une augmentation des effectifs. Ils étaient reçus tôt ce mercredi à la préfecture de Haute-Garonne pour rencontrer le directeur de l'Agence régionale de santé. Retour sur cet entretien. On s'est heurté à un véritable mur qui n'a rien voulu entendre, qui est dans une politique tout à fait gestionnaire et sécuritaire du soin, qui est très compatissant dans l'empathie bien comme il faut, quand il entend remonter les témoignages du terrain des uns et des autres, mais qui reste droit dans ses bottes et qui n'accordera pas un centime supplémentaire, prétextant que les budgets des hôpitaux sont convenables et que c'est au directeur de l'établissement d'en faire ce qu'il peut, de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Donc on n'aura rien de plus. Malgré cette fin de non-recevoir, les salariés comptent bien continuer le mouvement, des salariés qui se battent pour leurs conditions de travail, mais pas que. On est là avant tout pour les patients
Et en ce moment en psychiatrie, le fait de ne pas avoir les effectifs suffisants, c'est qu'on ne peut pas travailler correctement. On est cantonné entre guillemets, ça m'embête de dire ça, mais à du gardiennage. On ne peut plus faire de sorties thérapeutiques, on ne peut plus faire de réinsertion dans la cité, on ne peut plus faire d'activités thérapeutiques, on n'a pas les moyens humains et matériels de mettre en place tout ce travail-là, qui est pourtant primordial en psychiatrie. C'est la base du métier en psychiatrie, c'est le sens du métier en psychiatrie, on ne peut plus le faire. On est là pour garder des gens, enfin, c'est pas notre vocation, on n'est pas surveillant, on est infirmier. Notons que suite à l'AG qui s'est tenue le jour même, le syndicat Sud a décidé de maintenir l'attente devant l'hôpital Marchand, alors que la CGT rejoint le mouvement de l'hôpital des enfants pour de futures actions. Ce jeudi, Toulouse accueillait ses homologues espagnols et haut-pyrénéens dans le cadre du projet européen Réhabitat. Une opportunité pour les villes partenaires de discuter ensemble des moyens d'améliorer la cohésion sociale et la qualité environnementale de l'habitat. Stéphane Carassou, vice-président du Grand Toulouse et adjoint au maire, nous parle des bienfaits de ces échanges. Moi, je pars du principe qu'on gagne toujours à l'ouverture et on gagne toujours à l'écoute des autres. Donc, concrètement, sur les échanges que nous pouvons avoir, il y a une recherche qui se fait dans l'ensemble des pays sur des questions qui nous intéressent tous aujourd'hui, l'environnement notamment, et puis la vie ensemble, la qualité de vie ensemble, et c'est sur ces sujets-là que nous travaillons pour avoir des réponses qui sont à la fois des réponses techniques, très concrètement, comment on rend l'habitat plus performant d'un point de vue énergétique, mais aussi sur des approches très humaines et sur le développement de la ville, comment on fait que notre ville soit partagée, comment on fait que chacun puisse vivre dans cette ville, et c'est l'ensemble de ces questions qui fait l'intérêt de ce projet et qui permet qu'on ait aujourd'hui des propositions diverses, on les échange, on a une approche qui vient confronter nos réalités et ça nous permet bien d'avoir sur ces sujets une plus grande ouverture. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Jean-Pierre Avrin, adjoint au maire en charge de la sécurité, qui nous parle de son livre « Il a détruit la police de proximité ».